Et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nathalie Colin-Fagotin qui est psychologue au Whare Tamahao. Bienvenue Nathalie. Merci, bonjour. On est ravis de t'accueillir sur les ondes de Taoui FM. On va parler aujourd'hui de la sortie du livret parentalité que le Whare Tamahao vient de mettre en place. Et puis revenir tout d'abord, si tu le veux bien, sur justement le Whare. Nous expliquer en quoi il consiste, depuis quand il existe et quels sont les professionnels que l'on peut rencontrer dans cet établissement. Alors, donc, merci de me poser la question, de me donner l'opportunité de présenter le Whare Tamahao, qui existe depuis 9 ans maintenant et qui s'est constitué à la base avec un constat qui était fait donc, sur le Fénois d'un besoin d'accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes, des parents. Donc le Whare Tamahao s'est constitué de 4 unités dès le départ, d'un centre de documentation, d'une ligne d'écoute gratuite d'urgence pour toutes les situations de violence et de détresse, le 44 44 22, et 2 unités de consultation pluridisciplinaire. Donc c'était novateur à l'époque, d'ailleurs c'est la structure, elle est unique en Polynésie, je dirais même sur le territoire français de cette manière-là, donc c'est vraiment novateur parce qu'elle regroupe, pour les unités qu'elle regroupe, et aussi pour le travail qui est fait. Bon, le travail pluridisciplinaire, il existe ailleurs, mais c'est vrai que la démarche, c'est de recevoir donc l'enfant, l'adolescent, la famille, et de l'aborder, de l'accompagner d'une manière globale. Alors pour ça, il y a plusieurs professionnels qui sont à la tâche, qui travaillent, qui collaborent, qui effectivement travaillent conjointement pour accompagner prendre en charge les enfants, les adolescents, les familles. Donc il y a un pôle, on va dire, psychologique constitué de psychologues, un pôle médical constitué de médecins et d'infirmières, et un pôle social constitué d'agents sociaux, d'éducateurs spécialisés, d'assistantes sociales. Et donc ces disciplines en fait travaillent, on va dire, suivant leur prisme professionnel, suivant les besoins évidemment, parce que chaque situation est unique, pour accompagner au mieux l'enfant dans l'unité de la maison de l'enfant, l'adolescent dans l'unité qui concerne la maison de l'adolescent, qui d'ailleurs accueille des grands adolescents puisqu'ils accueillent jusqu'à 25 ans. Oui, effectivement. Voilà. Et concernant les familles, elles sont principalement accueillies dans le cadre de la maison de l'enfant pour un accompagnement justement à la parentalité. D'accord. Alors justement, cette parentalité que vous mettez aujourd'hui en exergue par la sortie justement de ce livret. Alors oui, disons qu'on médiatise un peu plus sur cette problématique-là, sachant que dans les consultations et dans notre travail au quotidien, la parentalité, ça fait partie, on va dire, d'un questionnement qui est là depuis le début, puisque quand on parle des dysfonctionnements et des problématiques que rencontre un enfant, un adolescent, très souvent, juste derrière, on peut aussi mettre au jour des difficultés relationnelles entre parents et enfants, des difficultés de communication, des difficultés dans le couple parental à s'accorder sur la façon d'être mère, la façon d'être père, la façon d'éduquer. Donc, finalement, la parentalité, elle est toujours, on va dire, sous-tendue aux questions éducatives et aux problématiques concernant l'enfant. Et puis parce qu'avoir un enfant en difficulté, traverser... accompagner un enfant qui est en difficulté à un moment donné, que ce soit dans le domaine scolaire, du comportement, du sommeil ou autre, c'est une épreuve pour les parents. Et finalement, l'épreuve que les parents vont vivre à ce moment-là va mettre à jour finalement leurs propres difficultés à eux en tant que parents, leurs propres problématiques, leurs propres limites. Et dans certains cas, on a reçu parfois et on reçoit parfois des parents qui se disent vraiment démunis. Démunis face aux difficultés de leur enfant, démunis dans leur manière d'intervenir, parce que nous les recevons souvent, on va dire, en dernier recours, quand les parents finalement se disent bon, on a essayé ça, et puis on n'y arrive plus, voilà, le courant passe plus, ou là on arrive un peu à un point de non-retour, une impasse. Donc nous on les reçoit souvent à ce moment-là où les difficultés sont vraiment plus ancrées, plus intenses, et créent on va dire un état émotionnel aussi assez fort. Donc
Donc les parents arrivent souvent dans cet état d'esprit et forcément, inévitablement, quand on veut bien accompagner les familles et aider l'enfant, on ne peut pas faire l'impasse d'accompagner les parents. Donc ça, c'est une évidence pour nous professionnels qui travaillons au quotidien. Donc c'est souvent des propositions que nous faisons aux familles qui viennent nous rencontrer pour leur dire, même si la plupart des parents ne viennent pas pour eux, c'est je viens parce que mon enfant va pas bien, parce que mon adolescent va pas bien, parce qu'il a des problèmes à l'école, parce qu'il est agressif, parce qu'il tape les autres élèves, parce que si, parce que ça. Indirectement, on traite également, on va dire. Alors, en tout cas, mais je pense que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est vraiment sincère à ce moment-là, c'est que les parents voient le problème extérieur à eux-mêmes et que bien souvent ils ont beaucoup de bonne volonté à bien faire les choses et que ça c'est tout à leur honneur, mais que parfois quand on est dans le guidon, le nez dans le guidon, dans le quotidien avec ses enfants, on ne perçoit pas, on va dire, toutes les avec autant de recul qu'on peut l'avoir en tant que professionnel, en étant aussi extérieur à la famille, on voit pas les problématiques de la même manière. Donc quelque part, nous on les aide finalement un peu à révéler peut-être d'autres pistes qui permettraient de faire avancer les choses, de dénouer certains conflits, certains problèmes. Et on questionne leur place à eux en tant que parents, leur relation avec leur enfant, la communication et donc la parentalité. Et au fil des ans, finalement, on a développé certains outils qui nous semblaient appropriés pour aider au mieux, accompagner donc les familles, les parents. Donc ce livret, finalement, ça découle de ces années de travail au quotidien avec les familles, comme étant un petit peu une évidence que il faut qu'on puisse donner aux parents est-ce que c'est un mode d'emploi? On peut Alors, on se refuse à utiliser ce terme-là parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de dire aux parents, vous ne savez pas, toutes les réponses sont dedans. Oui. Mais par contre, ça traduit vraiment la démarche qu'on a, on va dire, dans l'accompagnement des parents. C'est que quand on comprend l'enfant, et les sciences humaines aujourd'hui, la psychologie, les connaissances que l'on a sur le développement de l'enfant et de l'adolescent, nous permettent de mieux comprendre certaines réactions de l'enfant. Et un parent qui comprend bien les réactions de son enfant, c'est un parent qui va être plus à même d'apporter une réponse adaptée. Je prends un exemple tout bête, quelque chose qui revient souvent. C'est un parent qui a un enfant de moins de 18 mois, par exemple d'1 an, qui va se mettre en colère, qui va exprimer comme ça une tension physique et puis crier en donnant l'impression qu'il ne va pas s'arrêter. Et le parent va dire il est en train de faire un caprice. Alors, les sciences humaines d'aujourd'hui nous permettent de dire qu'un enfant de 1 an ne fait pas de caprice. C'est pas possible dans la maturation, on va dire, de cet enfant. Le caprice, ça veut dire la volonté de faire quelque chose pour contrarier son parent, par exemple. Et forcément, un parent qui pense que son enfant fait un caprice ne va pas réagir de la même manière qu'un parent qui pense que son enfant, là, exprime un besoin, ne va pas bien et que je cherche à répondre à ce qui ne va pas chez lui. Donc, voilà un exemple d'incompréhension que l'on voit, on va dire que l'on rencontre assez régulièrement. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais sur lesquels on va dire apporter des éléments de compréhension sur ce qui peut se passer dans la tête de l'enfant par rapport à son développement. C'est finalement changer son regard de parent et en vue d'améliorer finalement sa pratique parentale. Parce que comme le titre du livret le dit, ça s'apprend, c'est-à-dire devenir parent, ça s'apprend. On est parent à partir du moment où on voit naître, on met au monde un enfant, c'est vrai, mais on se découvre parent autant que finalement on s'exerce à être parent. Donc c'est un processus qui n'a pas de fin, puisque du coup on est parent, puis après on est grand-parent, puis en fait à partir du moment où on commence à avoir un enfant, c'est un processus qui nous suit tout au long de notre vie. Et donc c'est vraiment d'accentuer aussi sur ça, c'est que c'est pas définitif. Et puis c'est pas parce que j'ai fait comme ça avec un enfant que forcément c'est un schéma qui doit se reproduire d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, dans les familles où il y a plusieurs enfants, on se rend compte, moi je prends mon cas personnel, j'ai 2 enfants, je vois bien que je fais différemment. Avec le premier qu'avec le deuxième. Voilà, tout à fait. Parce que aussi quand on est parent, et être parent, c'est finalement se rendre compte qu'on a hérité de nos façons de faire, de nos propres parents, mais que finalement quand on est en couple, le conjoint a reçu des modèles de ses propres parents, puis que
des fois ça colle pas, on n'est pas forcément d'accord, faut composer. Donc on est obligé finalement, quand on est parent, de se remettre en cause. Et c'est déjà beaucoup d'avoir pris conscience de cela, de faire cette démarche-là, de ne pas être dans la répétition pure et simple. Moi, c'est ce que j'ai connu. Alors, je fais comme ça avec mes enfants. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas. Malheureusement, le cas dans des enfants, alors là, dans des sujets qui sont beaucoup plus dérangeants, mais qui sont malheureusement réels et actuels, d'enfants qui ont été tapés ou d'enfants qui ont été abusés. Et malheureusement aussi, on voit parfois une reproduction de ce schéma. Oui, donc merci de me permettre de parler d'un sujet qui est plus délicat. C'est que effectivement, dans les cas les plus graves, et c'est de ça aussi dont sont faits les entretiens qu'on fait avec les familles, c'est que dans certains cas, on peut arriver dans des situations vraiment graves qui nuisent véritablement au bien-être de l'enfant, à sa sécurité, à son intégrité physique, psychologique. Donc les violences, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles, les violences atteignent l'intégrité, l'identité profonde de l'enfant. Donc évidemment, on va dire en ligne en fond de tout ça, on est dans une démarche préventive par rapport à des parents qui démunis comme ils sont, ou peut-être impuissants face à ce qui peut se passer dans la relation avec leur enfant, subissant les schémas que eux-mêmes, le plus souvent, ont subi, ont vécu, se retrouvent dans une incapacité à être des parents qui donnent ce qu'il faut à leur enfant, à être pourvoyeurs de soins, à être protecteurs par rapport à leur enfant et à être, on va dire, à aider l'enfant à grandir. Et quand on est dans des situations effectivement où la parentalité dysfonctionne gravement, certaines mesures, là dans les cas les plus graves, doivent être prises par les structures publiques notamment pour pallier, pour se substituer aux parents qui est défaillant. Dans le meilleur des cas, c'est en attendant qu'ils redeviennent, on va dire, qu'ils reprennent qu'ils reprennent son rôle, qu'ils redeviennent compétents en tant que parents, en vue dans ce cas-là de pouvoir récupérer et s'occuper à nouveau de son enfant. Mais effectivement, dans les cas les plus graves, même au niveau légal, il existe des situations où l'un des parents va perdre son autorité parentale, souvent justifié par des événements qui ont montré qu'il avait été incapable, défaillant dans son rôle de parent. Mais heureusement, ce sont des cas qui restent assez minoritaires. Heureusement, mais c'est toujours trop. C'est toujours trop. Donc le travail vraiment qu'on essaye de faire, c'est d'informer, de prévenir, de dire aussi que on peut être parent et demander de l'aide. Et il n'y a pas de honte à ça. On peut se trouver et tout parent peut à un moment donné être en difficulté. Et je pense que dans les mentalités, ça évolue doucement, mais sûrement. L'idée que je peux demander de l'aide, je peux venir voir un professionnel ponctuellement, parce que c'est souvent ponctuel, on traverse des crises et après on en ressort, mais qu'il n'y a pas de honte à un moment donné, prendre l'avis d'un professionnel, se faire accompagner pour sortir, on va dire aider à sortir de la crise ou du passage délicat. Et ça, il me semble que c'est une bonne chose. Alors concrètement, comment ça se passe justement ? Si on a des auditeurs aujourd'hui, des parents qui auraient envie de prendre contact avec le Phare Tamaho, où déjà se situe-t-il ? Parce que ça, on n'en a pas parlé au début de l'interview. Oui. Alors, le Phare Tamaho est situé à Papeete, dans la zone de Whareute, juste avant le pont de Motuuta. On ne peut pas le louper, il y a une grande façade bleue avec l'inscription Phare Tamaho. Donc, à partir de 12 à 25 ans, les adolescents peuvent venir sans forcément avoir de rendez-vous. Mais pour ce qui est des rendez-vous, il vaut mieux quand même appeler avant pour pouvoir prendre rendez-vous et être reçu.
Donc il y a un numéro de téléphone qu'on peut trouver alors soit au dos du livret, le standard c'est le 48 80 80. Il y a aussi un site, le site internet sur lequel il y a un bon nombre de précisions, parce que là j'ai pas détaillé, il y a beaucoup de projets et d'actions qui sont menées, des accueils parents-enfants, un espace jeune pour les adolescents en accueil libre, enfin il y a beaucoup. Tout est prévu, en tout cas. En tout cas, le maximum qu'on puisse, il y a beaucoup d'actions. Donc le mieux, c'est d'aller voir sur le site internet où tout est détaillé. Il y a aussi des brochures qui détaillent vraiment les actions du Phare Tamaho qui sont disponibles au Phare Tamaho. Et puis il y a une page Facebook. Donc c'est Phare, plus loin Tama, plus loin Ho. Et donc on retrouve aussi les actions, puis l'actualité. On va dire c'est un petit peu plus vivant. On a les actualités, par exemple la journée des droits de l'enfant qui vient de se dérouler. Voilà, qui était le 20 novembre. Et comment ça s'est passé justement cette journée ? Très bien, on a pu avoir un temps magnifique. Comme c'était un jour en semaine, donc les années où le 20 novembre tombe en semaine, on travaille en partenariat avec l'éducation, ce qui nous permet de recevoir des classes et donc d'animer des petits ateliers pendant toute la matinée, là, parce que c'était mercredi, avec des élèves. Donc, parce que la journée des droits de l'enfant, effectivement, c'est une journée ludique, mais on la veut aussi informative, pédagogique, et l'occasion pour les enfants, finalement, d'apprendre un petit peu plus sur la Convention des droits de l'enfant, sur la réalité des enfants dans le monde, puisque c'est une ouverture à l'international aussi. Alors, ce petit livret justement sur la parentalité, devenir parent, ça s'apprend. On peut le retrouver où ? Au Phare Tamaho ? On peut venir le récupérer au Phare Tamaho en faisant la demande, en appelant éventuellement avant si on a besoin de plusieurs exemplaires, de manière à ce que ça puisse être préparé. On peut aussi, c'est quelque chose que l'on peut proposer, c'est d'intervenir par exemple dans une école, près d'une association de parents d'élèves, dans une commune, dans une structure, une association. Donc là, on lance un appel si... si toutefois ça peut répondre à un besoin. C'est-à-dire que ce livret-là, on peut venir, des professionnels du Phare Tamaho peuvent se déplacer, venir le présenter, venir avec des exemplaires pour le distribuer. Et puis du coup aussi créer un temps d'échange avec les parents qui seront sur place. On peut aussi cibler sur une thématique. Notre démarche, c'est aussi d'informer et de venir à proximité, même si le Phare Tamaho n'est pas implanté en plusieurs communes, les professionnels se déplacent, sont mobiles à la demande, et c'est très simple. Il y a juste besoin de faire un petit mail, un petit courrier à notre directeur au Phare Tamaho, dont les contacts sont sur le site internet. Et en général, on refuse rarement des interventions quand c'est demandé à l'avance. Est-ce qu'il y a des chiffres ? Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes qui passent chaque année au Phare Tamaho ? Alors là, effectivement, j'ai pas les chiffres récents. Je sais que c'est beaucoup. Oui, j'imagine. C'est beaucoup. Il y a des files d'attente par rapport. Donc c'est pour ça que j'incitais à téléphoner, parce qu'on a de plus en plus de monde. C'est aussi pour ça que du coup on fait peu de communication pour les unités, puisque le bouche à oreille fonctionne très bien. Mais là effectivement j'ai pas les chiffres, on les aura en fin d'année concernant l'activité 2013, mais il y a beaucoup de demandes, il y a plusieurs toutes les semaines, il y a plusieurs demandes de familles, d'enfants ou d'adolescents qui arrivent. Souvent, en plus, c'est des fratries ou des familles complètes. Donc, ça se chiffre en plusieurs dizaines largement. D'accord. J'ai oublié de préciser que le livret peut être téléchargé aussi sur le site internet. C'est vrai, tout à fait. Ce qui permet, quand on est un peu loin, qu'on ne peut pas se déplacer. On est écouté dans les îles, donc on peut effectivement le dire, puisque nos amis des îles, n'hésitez pas à aller sur internet, puisque ça, par contre, internet, c'est le grand miracle. Oui, c'est vrai que ça profiter. Permet de rendre accessible. Et puis pour les îles, puisque vous diffusez sur les îles aussi, ou les endroits, on va dire, qui sont un peu plus éloignés de la zone urbaine, c'est que la ligne du 44 44 22, elle est gratuite des îles. Même d'une cabine téléphonique, on peut appeler sans carte, d'Invigny sans unité. D'un numéro d'urgence. Ou d'un numéro. C'est un numéro d'urgence, donc 44 44 22. Si un parent a des questions par rapport à ce livret, par rapport au Phare Tamaho, il peut composer ce numéro-là de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Parce que c'est très bien, déjà. Ouais. Donc, il y a une permanence qui se fait. Il y a une permanence, on vous répondra sans souci. Nathalie, avons-nous oublié d'autres informations? On pourrait parler de ce sujet très longuement, bien évidemment, Oui. parce que les thèmes... le thème, Oui, en tout cas, alors oui, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que là, on est dans l'introduction. Je ne suis pas entrée dans les détails du livret. Mais peut-être juste grosso modo... évidemment expliquer le livret en... par rapport au livret, il y a 3 parties. Oui. Et ça nous semblait important de parler, par exemple... Alors, la partie bleue, c'est la partie intra-utérine. D'accord. C'est avant la naissance. C'est avant la naissance. Parce que finalement, ça, c'est les sciences humaines qui nous permettent de le dire aujourd'hui. Les relations parents-enfants, elles commencent, et le développement de l'enfant, elles s'instaurent dès le ventre de la mère. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et puis parce que on devient parent, on commence à forger, à prendre conscience qu'on est parent à partir du moment où la maman est enceinte. Voilà, ressent les premiers signes de la grossesse. Voilà. Donc pendant 9 mois, on a le temps de mûrir cette idée que je vais être père, je vais être mère. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des étapes qui reviennent presque chez tous les parents, de certaines étapes qu'on va franchir pendant la grossesse. Donc, les connaître, c'est bien, parce que ça permet de se dire, finalement, c'est tout à fait normal que j'ai envie de pleurer, que tout d'un coup, j'ai envie de tout laisser tomber, que j'ai peur à l'approche de la naissance, ou que j'ai du mal à m'imaginer le père idéal que j'ai envie de devenir, ou la mère idéale. Donc, c'est déjà d'expliquer aussi que parents, voilà, ça commence avant la naissance. Et puis qu'ensuite, la partie verte, c'est vraiment le quotidien avec l'enfant. Alors, ce qu'on a choisi de mettre, c'est pas exhaustif, ce sont des difficultés, c'est pareil, qui reviennent de façon récurrente dans les consultations. Alors, quand les pleurs, on ne sait plus les comprendre, parce qu'on ne sait plus interpréter, les décoder. Comment se comporter, comment réagir. Les réveils nocturnes qui peuvent être aussi un peu... et qui peuvent déstabiliser la famille, effectivement. Déstabiliser, qui peuvent fatiguer, qui peuvent créer aussi des conflits dans le couple parental. Le jeu, comprendre quel rôle a le jeu. Ce n'est pas qu'une question d'amusement ou de détente, ça participe complètement au développement de l'enfant. Les bêtises, parce que ça gronder c'est vrai. Ou ne pas gronder la question. Ou punir ou pas punir, la fessée ou pas la fessée. Qu'est-ce que finalement le parent a comme rôle à jouer quand un enfant fait une bêtise? Donc c'est finalement réfléchir au sens que ça a, la position, la place du parent, sa réaction, son action, plus que sa réaction. Parce que la réaction en général, elle n'est pas forcément la meilleure, mais l'action, on va dire, le comportement qu'on peut avoir face à une bêtise, ça vaut la peine d'y réfléchir. Et puis la question de l'autorité. Est-ce que c'est pareil qu'être autoritaire, la sévérité, la discipline? Quel lien ça a avec l'affection? Comment aimer tout en ayant de l'autorité? Alors ça, c'est une question aussi qui est essentielle et qui est souvent questionnée par les parents. L'affirmation, quand l'enfant commence à dire non. Dire que ça participe aussi à son développement, que c'est comme ça qu'il forge son identité et que le parent ne doit pas se sentir agressé, mis en cause, ou on ne parle pas de comportement d'insolence, par exemple, comme on peut le parler à l'adolescence, c'est tout à fait normal. Et puis, là, il s'agit du complexe d'Oedipe, très connu donc, dans le milieu de la psychologie, parce que la question vers 4-6 ans se pose. Je suis un garçon, je suis une fille, toi maman, t'es une fille, toi papa, t'es un garçon, et comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre garçon et fille? Et moi, pourquoi je suis un garçon? Pourquoi je suis une fille? Donc, quand on est parent face à ces questions, qui peuvent des fois être un peu déstabilisantes, effectivement, c'est bien de savoir... d'anticiper quelles sont les questions. Je me marie avec toi. Que répondre? Quoi répondre à sa fille qui dit moi papa je vais me marier avec toi plus tard. T'es mon amoureux. T'es mon amoureux. Ou le garçon qui va séduire sa maman. C'est comprendre pourquoi à un moment donné du développement ça se passe et quelle attitude juste. Comment agir et comment réagir. Et puis les séparations. Et puis la dernière partie qui est en rouge. C'est en rouge parce que dans certaines situations familiales, évidemment, c'est plus compliqué, c'est plus douloureux. C'est la question de la séparation, c'est la question aussi où le parent, il en a jusque-là, il est à bout, et c'est important, quelque part, d'admettre, d'arriver à se dire, là, je suis arrivée au bout du rouleau. Qu'est-ce que je fais? J'en peux plus. Donc, soit je fais comme si de rien n'était, mais c'est un peu la porte ouverte au comportement
inadapté, ou soit je trouve d'autres alternatives. Prendre les choses en main. Je prends les choses en main, je me fais aider. Voilà. On peut aussi arriver à une période où je ne comprends plus mon enfant. Il se bloque, il se renferme, il est agressif, il tape, il était comme ça, maintenant il est différent. On ne comprend plus son enfant. Et évidemment, quand on ne comprend plus son enfant, on peut être vraiment en difficulté pour interagir avec lui. Donc ça peut être une situation qui est vraiment souffrante, douloureuse pour les parents. Et puis, il y a les difficultés qui concernent le couple alors. Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui vivent avec des parents séparés. Quand on est parent, même si on se sépare, on reste parent. Et c'est pas facile de trouver une nouvelle manière d'exercer son rôle de père, de mère, quand on doit faire avec un père, un conjoint qui est dans un autre domicile, et puis aussi ensuite quand on recompose sa famille avec les enfants du nouveau conjoint. Donc c'est toute la question de la beau-parentalité. Comment je fais pour éduquer mon enfant avec la belle-mère, avec le beau-père, avec les demi-frères ou les demi-sœurs. Donc ça, c'est tout un tas de questions, comme si c'était pas assez compliqué comme ça. C'est terrible, mais qui c'est vrai. viennent se rajouter. Hein, on le sait que ça ne... C'est pas forcément une évidence. Donc quand on peut y réfléchir, ça peut aider. Ça peut aider à traverser ces moments difficiles, à retrouver un nouvel équilibre. Et puis on termine avec l'arrivée du deuxième enfant. C'est un petit peu comme une ouverture parce qu'il y aurait peut-être un autre livret à écrire. Oui. Hein, du coup, parce que quand il y a 2 enfants, c'est différent que quand il y en a parce qu'on voit que le comportement du premier n'est plus le même quand le deuxième arrive. Il refait son bébé Lala alors qu'il était très autonome. Il se remet à faire pipi au lit alors qu'il était propre. Voilà. Et effectivement, l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est dans la famille et par rapport aux parents un événement, un bouleversement. Donc, c'est sûr qu'il y aurait encore un autre livret à écrire. Nathalie, la rédaction d'un deuxième livret. C'est le début, pourquoi pas une suite. Bon, en tout cas, on vous félicite parce que je pense que vous accomplissez un travail formidable qui ne doit pas être évident au quotidien. Voilà, et qui aide énormément de familles et qui va aider encore de nombreuses années. Je l'espère, en tout cas que vous aurez un soutien du gouvernement, puisque comment fonctionne d'ailleurs le Faret Tamaho? Donc c'est un établissement public qui actuellement donc est dépendant sous la tutelle du ministère de la Solidarité et donc qui reçoit une subvention pays de façon annuelle, donc qui se reconduit, qui se rediscute chaque année, hein, qui n'est pas tacitement reconductible, donc d'où les questionnements à certaines années de la reconduction de la subvention ou pas. Donc effectivement, fin d'année, dans ces périodes-là, justement, se définissent l'attribution des subventions et on est bien tributaire en termes de moyens et d'actions de ces subventions-là qui nous sont octroyées. Mais j'espère qu'elles seront larges cette année, enfin en tout cas on l'espère, à la hauteur de ce dont vous avez besoin, parce que je crois que des établissements comme ça, voilà, c'est important. Des enfants, surtout dans les périodes actuelles où notamment la crise touchant de plus en plus de familles, je suppose que c'est un effet boule de neige, c'est que derrière... Mais le paradoxe, après ça c'est un avis personnel, c'est que souvent on va peut-être privilégier des actions qui sont considérées comme urgentes, venant peut-être répondre aux besoins les plus urgents de la population, alors que c'est vrai que pour une certaine part de notre travail, on travaille nous en amont. C'est-à-dire plus on travaille en prévention, c'est-à-dire au début où les problématiques arrivent, et plus efficace on est. Mais ça, c'est pas forcément facile de le faire comprendre à on va dire, quand les problématiques ne sont pas encore tout à fait graves, elles ne se voient pas vraiment au niveau de la société. Et pourtant, on est et on fait des économies sur l'avenir. Parce qu'un enfant dont on s'occupe, c'est peut-être un délinquant en moins sur les trottoirs 15 ans après. Des parents qu'on essaye d'accompagner très tôt, c'est peut-être une séparation, un divorce en moins. Donc, c'est vrai que si on arrive à faire comprendre que ces actions-là, justement en situation de crise, avec le chômage, avec les promiscuités dans les logements qui créent des conflits, qui font que être parent, en plus, on n'en a pas parlé, mais être parent avec des grands-parents, avec le frère et la belle-sœur qui les oncles et tantes, la promiscuité dans les logements, ça ne facilite pas non plus la bonne entente et l'harmonie familiale. On a des fois des parents qui vivent dans la même chambre avec leurs enfants. Bon, comment trouver son intimité pour les enfants, pour le couple, comment se passent les relations avec les grands-parents, avec la famille. Donc c'est sûr qu'en situation de crise financière, économique, sociale, les difficultés sont accrues. Alors
C'est vrai que, étant sur le terrain, on ne peut pas ignorer le fait que, justement, puisque les souffrances et les difficultés sont accrues, ce serait un contresens, finalement, de ne pas s'en occuper et de ne pas déployer, justement, des aides les plus appropriées, les plus à proximité de ces familles qui en ont besoin. Qui en ont besoin, oui. On va rappeler le numéro d'urgence. Le 44 44 22. Voilà, donc vous pouvez composer, il est gratuit, on le rappelle. Gratuit d'une cabine sans carte, d'un Vini sans unité, d'un téléphone fixe, ça n'apparaît pas sur les factures téléphoniques. Vous pouvez télécharger le livre et devenir parent, ça s'apprend sur le site du Phare Tamaho, n'hésitez pas. Donc comme ça, si vous n'arrivez pas à vous le procurer parce que vous n'habitez pas dans la région périphérique de Papeete, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Nathalie, un grand merci et on espère, de toute façon, je le dis dès aujourd'hui, on te recevra à nouveau parce que je pense qu'on peut continuer à faire des émissions de ce type pour informer les gens et peut-être, pourquoi pas, imaginer une émission avec des appels et des réponses. D'accord, volontiers, on le fera volontiers. Merci beaucoup. Je vous rends l'antenne.